Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Zéro Marketing. Dans un épisode passé avec Kevin, on avait parlé de crypto et avec Yann-Eric, nous avions parlé de transformation exponentielle, etc. Mais cette fois, ça m'a semblé important d'accueillir Joy qui est dans le domaine des langues. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les langues, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants, mais là on va parler aujourd'hui de chinois. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais professionnellement? Oui, alors je m'appelle Joy Chrysotherapy et je suis interprète de conférences en chinois et également créatrice de la chaîne YouTube qui s'appelle Faguoren et qui signifie donc français en chinois. Et donc je suis aussi formatrice en chinois. Interprète de conférence, ça c'est super. Nous allons avoir plein de choses en commun puisque je suis également interprète de conférence avec l'espéranto. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser le chinois? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est vrai que ça reste un peu mystérieux pour moi. En fait, j'étais attirée par la culture chinoise, la Chine, les Chinois en général. Et ça s'est présenté comme une opportunité pour moi de pouvoir faire du chinois et de me lancer là-dedans. Donc, j'ai saisi l'opportunité et en fait, ça a été un véritable coup de cœur. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Ça fait combien d'années à peu près que tu as saisi ce coup de cœur? Ça fait plus de 12 ans maintenant. Combien de temps tu estimes qu'il faut pour obtenir proficiency level, un niveau qui permet d'en faire quelque chose professionnellement? Eh ben, c'est une question très intéressante et ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment l'investissement personnel, de temps et les efforts qu'on y met, les objectifs qu'on se fixe. Donc, c'est difficile de répondre à cette question et ça dépend vraiment de ce que la personne veut et fait aussi. Est-ce que ça joue le fait d'être présent en Chine ou de ne pas être présent en Chine? Bien sûr, être présent en Chine, c'est forcément un avantage parce que tu es vraiment immergé dans la culture. T'as pas le choix que de parler chinois parce que les Chinois ne parlent pas anglais, ne parlent pas d'autres langues, donc tu es forcé de parler chinois. Forcément, ça t'aide au niveau des sonorités, au niveau des choses qui pourraient poser problème pour des Français. C'est plus facile de les entendre quand on est baigné dans le pays et dans la langue. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui ne serait pas en Chine? Oui, c'est possible. S'il se met dans le bon environnement, qu'il a une méthode qui lui permet de pratiquer à l'oral très souvent, très fréquemment, et qu'il discute aussi avec des personnes qui sont natives chinoises, oui, c'est tout à fait possible de parler chinois sans partir en Chine. Est-ce que tu as déjà eu des élèves qui ont réussi à atteindre un niveau que tu qualifierais de professionnel sans avoir jamais mis les pieds en Chine? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça peut paraître fou, mais vraiment si on se met dans les bonnes conditions, tout est possible et il suffit vraiment d'avoir de la détermination et de savoir bien s'entourer pour y arriver. Quelque chose d'important. Quel est le marché aujourd'hui de l'interprétation avec le chinois? Eh bien, écoute, le marché est très important. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent avec soit des partenaires chinois, soit des fournisseurs chinois. Donc moi, la plupart du temps, je travaille dans ces conditions quand mes clients français reçoivent leurs fournisseurs ou leurs partenaires chinois. Mais ça peut être vraiment très varié et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier. J'ai eu par exemple l'occasion d'interpréter pour des pilotes d'hélicoptères chinois qui venaient se former en France. Donc c'était très enrichissant bien sûr et du coup c'est des expériences variées mais le marché est vraiment énorme. On entend beaucoup que le chinois est la langue de l'avenir finalement. Comment tu vois ces échanges alors certes aujourd'hui ils étaient très importants, mais nous tournons cette interview en pleine pandémie. On ne sait pas très bien ce que l'avenir va nous donner. Comment est-ce que tu vois les choses dans ce domaine?
C'est intéressant cette question parce que le chinois est la langue de l'avenir. Je l'ai entendu dès que j'ai commencé le chinois. Au début, les gens étaient un peu réservés, m'ont dit ah bon, le chinois, mais pourquoi? Et puis quelques années plus tard, les mentalités ont évolué et on a commencé à me dire ah oui, le chinois c'est la langue de l'avenir. Et ça l'est vraiment devenu. Et aujourd'hui, comment je vois les échanges, c'est pas parce qu'on est dans une pandémie actuellement que je pense que les échanges avec la Chine vont s'arrêter après, bien au contraire. Je pense que la Chine a su se relever peut-être plus vite que nous de la crise et que par la suite, donc, elle a pu aussi nous aider en nous envoyant des ressources et que les échanges vont continuer à prospérer et on va devoir tous s'aider aussi dans ce temps un peu compliqué actuellement pour tous les pays. Donc, à mon avis, c'est pas du tout près de s'arrêter. Combien de temps as-tu passé auprès d'eux? Est-ce que tu dirais que tu connais bien ou tu comprends bien leur mentalité? Alors, j'ai vécu 3 ans en Chine et j'ai été vraiment baignée dans la culture chinoise parce que j'ai choisi de vivre une résidence qui était vraiment uniquement habitée par des Chinois, sauf moi. Donc, c'était assez marrant. Et quand j'ai fait mes études, j'étais aussi uniquement avec des Chinois. J'étais la seule étrangère. Donc j'ai vraiment pu me familiariser et comprendre la culture et c'était très important pour moi en tant qu'interprète et personnellement aussi pour avoir un complément bien sûr à la langue. Donc oui, je comprends, j'irai pas jusqu'à dire que je comprends forcément tout, mais j'ai une bonne connaissance de la culture chinoise aujourd'hui et je pense que mon séjour là-bas m'a beaucoup aidé sur ce point. Comment est-ce que tu fais pour entretenir en étant désormais en Europe? Eh bien, il y a beaucoup de Chinois en Europe, donc c'est facile de trouver des groupes d'échange ou même des personnes qui souhaitent par exemple apprendre le français. Donc c'est pas difficile de trouver des Chinois avec qui entretenir la langue, même quand on est en France. Et puis après, il y a tout un processus que j'ai mis en place, donc beaucoup d'écoute de podcasts ou d'émissions, par exemple en chinois, et continuer toujours à lire et à pratiquer aussi quotidiennement, ce que je fais d'ailleurs dans mon métier. Donc, si j'ai bien compris, tu enseignes également le chinois à des gens qui sont ici. Est-ce que c'est en présentiel, en ligne? Oui, tout à fait. Alors c'est en ligne et surtout pour donner du contexte. Donc la plupart du temps c'est en ligne. J'ai créé ma chaîne YouTube dans ce but, donc où je fais des vidéos qui sont d'environ 5 minutes pour apprendre les bases du chinois en tant que débutant. Et après, j'enseigne donc à mes élèves qui choisissent de me suivre pour vraiment apprendre le chinois d'une façon plus poussée. Et ça se passe oui, en ligne et en visioconférence comme on fait actuellement. Qu'est-ce que tu appelles plus poussé? Est-ce que ça veut dire les 2000 premiers kanji, vous vous débrouillez tout seul? Les suivants, c'est avec toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors les kanji, c'est japonais, hein, déjà. Ah, ouais, ok. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc quand je dis plus poussé, c'est des personnes qui choisissent de vraiment s'investir dans l'apprentissage du chinois pour arriver à parler la langue et pouvoir s'exprimer facilement de manière fluide et pouvoir comprendre aussi ce qu'on leur dit. Donc qui ont choisi de suivre mon programme pour parvenir à cet objectif et qui ont du temps aussi à investir là-dedans. On parle de quel investissement en temps pour atteindre un niveau, par exemple, A2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues? Je sais pas exactement, j'ai du mal avec le cadre de référence européen A2. À quoi ça équivaut A2, c'est basique, hein. En gros, tu parles de ta famille, de ce que tu fais. Alors ça, c'est A1. A2, tu te débrouilles dans des situations courantes. Tu peux voyager. Alors, on va dire que si j'ai un jour atteint ça en arabe, c'est bien le grand maximum, hein, mais tu manges un peu la même chose. Ce que tu arrives à dire. Donc, on va dire ça, c'est A2. D'accord. Écoute, donc comme je te le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de la méthode qu'on suit. Dans ma méthode, les bases sont acquises au bout d'environ 1 mois ou 1 mois et demi.
et tu es déjà capable de pouvoir t'exprimer, te présenter, parler de ta famille, parler de sujets du quotidien. J'aurais pensé que c'était plus. Donc finalement, quel est le principal défi pour une oreille occidentale? Le principal défi, je pense que ce sont les tons en chinois, parce que on a une langue en français qui n'est pas tonale et du coup on a beaucoup de mal à percevoir la différence entre les 4 tons chinois. Donc je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour les Européens qui apprennent le chinois. Donc un Européen qui voudrait faire du business par WeChat par exemple, qui est le réseau social, j'imagine que tu as un peu d'expérience dans ce domaine, tu pourras peut-être nous en parler un peu après, ça a l'air d'être tout un monde ce truc. Qu'est-ce qu'il lui faut pour arriver à faire du business avec WeChat? Eh bien, je dirais que déjà, il faut une bonne connaissance de la culture pour savoir quoi dire, savoir comment s'exprimer face à un Chinois. Et par rapport à WeChat en lui-même, bien sûr, on peut parler anglais et puis avoir la fonction traduction. Mais après, WeChat, c'est quand même une application chinoise et puis c'est beaucoup plus facile de communiquer en chinois avec les Chinois qu'en anglais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais. Donc, pour utiliser WeChat, moi, je dirais que oui, il faut savoir écrire le chinois et il faut savoir taper les caractères en chinois. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances de s'en sortir juste avec la fonction Google Trad voilà, et copier-coller. Je veux dire que la traduction, Google Traduction pour le français-chinois, c'est pas encore le top du top. Donc je pense qu'on peut s'en sortir un peu en faisant une espèce de mélange de mots, mais bien sûr ça va prendre beaucoup de temps et ça va être beaucoup plus compliqué que si on maîtrise la langue française. Ouais, donc j'ai comme l'impression que c'est un peu incontournable d'apprendre les idéogrammes. Comment on les appelle? Alors, kanji, c'est japonais, c'est quand même un idéogramme. Mais... On les appelle les caractères ou les idéogrammes. D'accord. Combien de milliers il t'en faut? Eh bien, il y a en tout plus de 60 000 caractères, mais heureusement, ils ne sont plus tous utilisés aujourd'hui, ça me rassure. En fait, il faut 5 000 caractères pour vraiment avoir un niveau bilingue, on va dire, en chinois. Donc, en tant qu'étranger, on peut même en avoir beaucoup moins que ça, qui sont même la moitié, et on saura déjà très très bien parler chinois. Alors moi, je me suis déjà cassé les dents sur les kanji. Ouais. Comment on fait pour arriver à rentrer les 600, 800, 1000 ou 2000 minimum qu'il faut pour arriver à commencer à avoir un peu de plaisir à l'écrit? Eh bien... c'est une très bonne question et je trouve que en fait les caractères c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on pense et on a un peu des idées reçues sur ces caractères chinois parce que on pense que c'est impossible à apprendre et qu'il n'y a pas d'astuces qui peuvent permettre de s'en souvenir et en fait si il y en a, il y a des radicaux en fait, ce qu'on appelle les radicaux en chinois, ce sont des parties des caractères qui vont nous permettre de les comprendre. Est-ce que ce sont les clés? Les Japonais parlent de clés? Oui, c'est ça, les clés ou les radicaux. Et donc il y a ça, et puis ensuite c'est tout un art aussi d'écrire les caractères, et je pense que on peut prendre du plaisir, même quand on est débutant et qu'on n'a jamais écrit, à dessiner ces caractères parce que c'est aussi élégant. Et je pense que quand on a compris si, je te le promets. Et quand on comprend en fait comment ça marche et qu'il y a une certaine logique derrière, tout de suite ça devient plus facile et je le constate même avec mes élèves. Ouais. Non, mais je peux pas être d'accord avec ça, mais j'apprécie beaucoup ma prof de calligraphie qui m'y est, mais elle devenait folle parce que mon épouse et moi on est gauchers. Alors quand tu pousses un pinceau, oui. C'est nul. Et je me souviens très bien, elle lui avait dit, Kimi, comment ils font les gauchers japonais? Et là, on réfléchit, on regarde, il n'y en a pas. Ouais. Donc là, au syndicat des gauchers, c'est pas le meilleur endroit. Oui, mais après, la calligraphie, c'est aussi toute une...
quelque chose de très difficile et difficile à maîtriser. C'est une matière à part entière. C'est pas la même chose de faire de la calligraphie et d'écrire les caractères chinois dans la vie de tous les jours sur un livre, sur un carnet. Donc la calligraphie, c'est beaucoup plus difficile. Et même les Chinois le disent, pour maîtriser la calligraphie, c'est vraiment tout un art. Et donc là, oui, pour la calligraphie, je pense que ça prend beaucoup plus de temps pour nous. Est-ce que cette façon d'écrire qui nécessite de se calmer, de positionner son corps au bon endroit, de garder l'harmonie dans le geste, dans la composition de ton caractère, peut expliquer qu'ils aient réussi à prendre une telle place dans tout ce qui est industrie de précision où tu as besoin d'être précis, petit, etc. Est-ce que c'est lié? Bah écoute, je pense que oui, mais je pense que c'est même plus large que ça. C'est forcément l'écriture est liée aussi à la culture et donc je pense que leur culture est empreinte de ça, de cette précision. Le fait qu'aujourd'hui ils écrivent encore avec des caractères et qu'ils soient pratiquement les seuls à pas avoir d'alphabet, tout ça, ça inculque quand même une certaine rigueur dès le plus jeune âge finalement. Et donc je pense que ça se retrouve dans la culture, c'est vraiment très ancré en eux. Donc oui, je pense que c'est un point déterminant par rapport à ce que tu disais, qu'ils aient réussi à s'imposer dans des industries de précision. Hein. Est-ce que les latins sont plus créatifs? Oui, je pense que oui. Honnêtement, on est plus encouragé, en fait, j'ai l'impression, à être créatif en France, par exemple, qu'on peut l'être en Chine. Donc, dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire qu'on est plus créatif. C'est que le process prend le dessus en Chine sur le résultat ou ce que la personne aura vécu durant le processus. Le respect du process est important pour eux. Oui, de ce que moi j'ai pu voir et de mon expérience, oui, le process est très important et ils aiment bien respecter les règles aussi, donc ça peut être un avantage comme un défaut aussi parfois, mais finalement ça leur donne voilà cette rigueur, cette qualité de suivre aussi les règles à la lettre et de pouvoir être vraiment performant. C'est bizarre, ça fait une excellente transition par rapport à la situation qu'on vit actuellement, puisque j'ai comme l'impression qu'il y a quelques règles qui n'ont pas trop respecté. Ils auraient peut-être pas oublié de nous dire quelque chose au mois de novembre-décembre? Bah, écoute, oui, franchement, je n'en sais trop rien et je pense que ce sera difficile d'avoir une réponse là-dessus, honnêtement, connaissant le gouvernement chinois. Mais après, oui, tout est possible à ce niveau-là et on sait jamais ce qu'ils nous cachent et est-ce qu'ils ont essayé un peu de dire que la situation était moins grave que ce qu'elle était pour dire qu'ils n'avaient pas, que c'était pas vraiment de eux que c'était parti. Je sais pas exactement et je pense qu'on pourra jamais le savoir. Donc, Tu penses carrément que... Moi je pense que la vérité finit toujours par sortir, mais tu penses qu'elle ne sortira pas dans ce cas-là? Bah, c'est difficile avec la Chine, je pense, d'avoir la vérité toujours à 100%. D'autant plus que pour leur nombre de morts, ils nous ont annoncé par exemple un nombre. Et puis après, il y avait je sais pas combien d'urnes funéraires qui s'étaient vendues et c'était un chiffre mirobolant par rapport au nombre de morts qu'ils avaient annoncé. Donc il y a des choses qui collent pas et je pense qu'ils sont pas prêts à rétablir la vérité. S'ils rétablissaient la vérité, est-ce que ça veut dire qu'ils perdraient la face? Oui, complètement. C'est possible ça pour un Chinois de perdre la face? Jamais de la vie. Et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait pas rétablir la vérité. Une fois que tu as mis une doigt dans l'engrenage, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant ils sont pris dans leur mensonge quelque part. Je pense. Et si tu reviens en arrière, alors là, oui, comme tu dis, tu perds la face, mais tu perds toute crédibilité pour la suite. Alors ça c'est intéressant parce que je suis pas loin de penser que on assiste actuellement à une lutte entre la première puissance mondiale, les États-Unis, qui dominait de la tête et des épaules. Faut pas oublier que leur budget militaire est 10 fois plus important que celui de tous les autres réunis.
On se demande bien pour quel ennemi. Mais ça veut dire que militairement, la Chine n'avait aucune chance, frontalement comme ça. Mais est-ce qu'on serait pas aujourd'hui en train d'assister au moment où le monde a basculé? Et ça, c'est souvent des choses que les historiens nous disent 15-20 ans plus tard. Est-ce que finalement, ça serait pas le moment où le monde bascule? Quelle peut être, toi, ta perception par rapport à ça, avec l'accès aux sources auxquelles toi tu as accès et auxquelles moi je n'ai pas accès? Bah écoute, c'est toujours compliqué, je pense, quand on vit le moment de savoir si c'est vraiment le moment où le monde bascule, mais oui, c'est sûr qu'on vit quelque chose qui est exceptionnel et que oui, c'est peut-être le moment où le monde va complètement changer. Je pense que voilà, il y avait déjà un conflit entre la Chine et les États-Unis avant que cette crise arrive. Maintenant, il y a cette crise sanitaire qui est grave et généralisée. Je pense que oui, le monde va changer vraiment de manière cruciale dans les prochaines années. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit arriver, en fait, en quelque sorte aussi. Donc, pour moi, est-ce que c'est vraiment le moment où le monde bascule? Oui, peut-être. Pourquoi est-ce que ça doit arriver? Est-ce que tu peux développer? Je pense que rien n'arrive forcément par hasard, et puis c'est connu que voilà, il y a des épidémies et ça se répète dans l'histoire. Et entre guillemets, il fallait bien que ça nous arrive à un moment. Et je pense que on peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. De toute façon, il y avait le Covid-1, il y avait le SRAS, il y a eu le MERS. Ils ne sont pas venus jusqu'à chez nous, mais on a eu quand même 2 coups de semonce. Oui, non, mais c'est vrai. Et voilà, est-ce que ça ne nous arrive pas à un moment aussi où il faudrait qu'on essaye de prendre conscience de certaines choses peut-être qui fonctionnent pas dans nos sociétés, ou comment on gère globalement les populations. Enfin, je pense que ça peut nous ramener à des questions plus grandes encore. Parce que nous, occidentaux, on a l'impression que la Chine veut prendre l'hégémonie des États-Unis. Si on se place sur un temps plus long, j'ai toujours eu l'impression que la Chine est simplement en train de revenir à sa place naturelle de première puissance, de première économie mondiale, qu'elle a toujours eu finalement. C'est très intéressant, je trouve, ce sujet, parce que c'est vrai que pendant des années et des années, la Chine était le pays le plus avancé dans tous les domaines. Et par la suite, donc, elle a un peu perdu ce statut de puissance. Mais oui, finalement, est-ce que c'est pas la Chine qui reprend la place qu'elle aurait dû avoir? Je sais pas, après c'est compliqué, il y a eu une évolution, peut-être que ça s'est fait comme ça pour une raison aussi. Et... Comment est-ce qu'ils envisagent là-bas? Est-ce qu'ils ont une claire conscience, enfin je parle de manière générale, hein, par rapport à l'échantillon de gens que tu as pu rencontrer, est-ce qu'ils ont une claire conscience qu'ils sont en train de reprendre leur place dans le monde, et que cette parenthèse de domination occidentale qui est de la Renaissance jusqu'au traité inégaux quelque part et la Deuxième Guerre mondiale est en train de prendre fin? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose de... Ils s'en foutent, ils sont juste occupés à s'enrichir? Quel est un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en fait en tant qu'entrepreneur dans les années qui viennent vis-à-vis d'eux? En fait, je pense qu'il y a deux parties. Une première partie, c'est du point de vue du gouvernement. Et je pense que le gouvernement est vraiment en train d'essayer de voilà, asseoir sa puissance, asseoir sa place dans le monde. Et d'un autre côté, la population qui est, je pense, qui n'est pas forcément préoccupée par ce genre de sujet et qui est toujours un peu intéressée par les Européens. Par exemple, quand on va en Chine, il y a des publicités qui représentent des Européennes partout. Donc les critères de beauté là-bas sont des critères de beauté européens, alors que voilà, ils sont chinois. Donc c'est assez horrible en fait de voir que je sais pas, ces publicités, toute cette culture, les films se sont exportés là-bas.
et que c'est devenu aussi quelque chose de très important pour eux dans leur culture et qu'ils parfois ils vont à des extrémités folles pour arriver à nous ressembler ou faire comme nous. Ça n'a pas trop de sens quand même. Parce que quand t'es né asiatique, bah t'es pas caucasien, tu peux rien. Bah oui, c'est bien le problème et enfin, moi ça m'avait choqué en fait de voir que mes amies chinoises se trouvaient pas forcément belles parce que toute la journée elles voyaient sur des pubs en 4x3 une étrangère avec oui des cheveux frisés, les yeux bleus et forcément ben, ça crée des problèmes quoi et c'est fou en fait de se dire que eux ils ont quand même des caractéristiques physiques différentes des nôtres et que toute la journée en fait ils voient nous qui n'avons rien à voir avec eux sur des affiches quoi. Donc, c'est dommage. C'est un peu étrange, ouais. Très étrange. Et aussi le fait d'idéaliser par exemple la France, Paris pour les photos de mariage absolument, c'est le rêve ultime, le romantisme absolu de venir à Paris pour faire ses photos. Il y a des endroits magnifiques en Chine. Après, je veux pas dire que Paris c'est pas beau parce que c'est faux, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose en eux qui fait que voilà, aller en France, ça a aussi une signification de j'ai les moyens et je peux me payer d'aller faire mes photos de mariage en France et voilà, je suis d'une certaine classe sociale. Est-ce que tu as déjà calculé quel est le pourcentage, le percentile, donc le pourcentage de gens en partant du haut qui est capable de se payer un voyage vers la France? J'ai pas calculé le pourcentage, je t'avoue, mais je sais que c'est un pourcentage très bas comparé à la population et sachant que certaines personnes n'ont même pas de passeport pour voyager ou n'ont pas le droit de voyager, euh, personne, enfin pas les gens normaux, on va dire, ne peuvent pas se payer des voyages comme ça en France. C'est beaucoup trop cher et en plus en dehors de leur portée, même au niveau du passeport et du gouvernement. C'est qu'ils vivent pas dans le même monde en fait, entre celui qui veut aller travailler à la ville et qui n'a pas le droit de bouger, et celui qui rêve d'aller faire les photos de mariage à Paris. C'est ça. C'est pas le même monde là. Mais c'est vraiment, moi c'est ça qui m'a vraiment impressionnée. Donc moi j'étais à Shanghai pendant 3 ans et voir les différences entre les gens. Il y a des personnes qui vivent dans des endroits qui sont qui pourraient être assimilés presque à des bidonvilles, qui vivent presque dehors. Voilà, elles sont de l'eau, mais elles vivent vraiment d'une façon très 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 modeste et sont très très heureuses par ailleurs, mais elles vivent vraiment d'une façon modeste. Et à côté, les tours de 36 étages avec des lofts super luxueux et les gens, du coup, à l'intérieur, les riches qui ont la vue sur le bidonville en bas et qui, du coup, ça fait pas très bien pour vendre les lofts. Quoi. Ils sont toujours en plein boom immobilier un peu artificiel. Alors, je sais pas. J'en ai aucune idée là, je t'avoue. C'est ça aussi, c'est une des menaces que leur bulle immobilière éclate et qu'elle provoque une crise financière ailleurs. Bah, j'avoue que c'est un problème et en plus, ils ont détruit aussi beaucoup de cultures pour pouvoir faire une refonte, on va dire, des villes, donc notamment à Pékin où ils ont détruit les habitations traditionnelles pour les remplacer par des buildings et des tours, ce qui est très dommage. Mais peut-être que oui, ça aura une limite à un moment. Donc que ça nous plaise ou non, on est peut-être en train de vivre un moment où on va être obligé de s'intéresser à leur culture et à leur langue. C'est plutôt bon pour tes affaires, non? Ah oui, bah pour moi, c'est plutôt bon, mais je veux dire, pour moi, c'est au-delà de ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues et de clichés sur les Chinois et la Chine, la culture chinoise en général en France. Et moi, en fait, ce que je voulais essayer de faire aussi avec ma chaîne YouTube, c'est
d'essayer d'expliquer en fait aux gens que c'est pas forcément ce qu'on croit et que c'est facile d'avoir des idées reçues sur des personnes qu'on connaît pas, sur un pays où on n'est jamais allé. Mais au final, il faut connaître et il faut apprendre et il faut se renseigner pour pouvoir vraiment communiquer, pour pouvoir échanger aussi. Ah, on regarde la chaîne YouTube Le Rire Jaune, ça suffit, non? Ah ouais, aussi. Bon, maintenant, c'est un peu moins sur la culture. Mais... C'est vrai, mais on a passé de bons moments à rigoler avec mes filles. C'est vrai. Je les trouve charmants, les deux là. Ils sont intéressants. Ouais. Et c'est bien parce que oui, ça fait aussi partie des vidéos qui permettent de montrer que voilà, c'est pas que des clichés, c'est pas que les idées reçues qu'on peut en avoir, mais c'est autre chose. Alors, quelle serait l'idée reçue la plus importante que tu aimerais démonter? Oh là là, je sais pas par où commencer. C'est vrai. Non, celle que j'ai beaucoup entendue en fait avant de partir en Chine, c'est que tout le monde m'a dit, je suis partie en Chine toute seule en fait, et tout le monde m'a dit ah mais t'inquiète pas, de toute façon tout le monde parle anglais là-bas, donc au pire tu pourras te débrouiller en anglais. Ah ok d'accord. Et j'arrive toute seule et là personne parlait anglais en fait. Et quand le chauffeur de taxi comprend même pas quand tu lui dis stop, tu comprends qu'il parle pas du tout anglais. C'est même pas la peine de vouloir essayer. Ouais, je suis pas surpris, tu sais, j'avais dit en introduction, moi j'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants avec l'espéranto, qui est une langue construite, qui m'a permis donc de me l'approprier. Pendant 15 ans, je leur ai parlé espéranto tous les jours, donc elles sont bilingues. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut intensifier l'usage de l'espéranto chez nous? Et puis il y avait un site internet qui était sorti, c'était le moment. Donc on a eu une jeune fille au pair. Et la première jeune fille au pair qu'on a eue était chinoise. Donc elle venait de Wuhan. On a gardé contact d'ailleurs avec eux. Elle vit en France aujourd'hui. Donc elle est restée en France. C'était il y a il y a 13 ans. Donc elle était jeune à l'époque. Nous aussi un peu plus. Nos enfants étaient petits. Donc quand les enfants étaient là, on parlait espéranto avec elle, et quand on couchait les enfants, on parlait français avec elle pour améliorer son français. Donc c'était très très intéressant, mais en tant qu'espérantophone, on le sait que dans la plupart des pays, les gens ne parlent pas anglais. C'est un mythe. Non. C'est un mythe ce truc. Je suis sûr qu'avec l'espéranto, j'ai plus d'accès en Chine que avec l'anglais, parce que déjà j'ai eu un réseau de contacts, et puis son papa qui est toujours à Wuhan, ancien journaliste, c'est une porte d'entrée fabuleuse pour avoir un bon réseau relationnel là-bas. Ouais. Mais très vite, on va buter sur le fait que oui, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir parler le minimum. Mais ça m'étonne pas du tout que tu me dises que tu aies plus de possibilités de leur parler avec l'espéranto qu'avec l'anglais, parce que c'est impressionnant. Et moi, ça me fait rire quand les gens aujourd'hui ils me disent ah oui, là je vais partir en Chine, de toute façon je pourrais toujours me débrouiller avec l'anglais. Ben non, en fait. J'ai encore un élève là hier qui me disait que ça faisait 1 an qu'il vivait en Chine et qu'il parlait pas chinois, et il n'arrivait pas du tout à communiquer. Il me dit je suis obligée d'aller dans des restaurants où il y a des images parce que sinon je peux pas dire ce que je veux. Enfin, c'est une galère pas possible. Tu as un produit particulier pour des gens qui voudraient, quand on pourra de nouveau, aller en Chine, ou même ceux qui veulent faire du business sur WeChat et avoir le minimum le plus rapide pour être capable de se débrouiller justement? Oui, justement, moi je propose un accompagnement sur 3 mois pour pouvoir vraiment débloquer la parole, quoi, pouvoir s'exprimer en chinois dans pas mal de situations, aussi bien personnelles que professionnelles, et être capable d'échanger en fait avec quelqu'un, tout simplement. Tu as des techniques particulières par rapport à tes concurrents que pourraient être Assimil ou des méthodes comme ça? Oui, j'ai élaboré mon programme par rapport à mon expérience vécue sur le chinois, toutes mes difficultés, et étant donné qu'aujourd'hui je les ai surmontées, je sais comment je l'ai fait, et donc j'ai décidé d'élaborer ce programme par rapport à mon expérience en me servant justement des enseignements que j'avais appris, et pour aider les francophones, parce que je sais
les difficultés qu'ils peuvent avoir et je l'ai vécu moi aussi. Du coup, c'est beaucoup plus facile à expliquer quand tu sais ce que la personne vit en face et que tu l'as vécu toi-même. C'était ta première langue dans laquelle tu as atteint un très haut niveau? J'avais appris l'anglais, du coup, donc j'avais un bon niveau en anglais. Je parlais un peu l'espagnol, mais j'ai laissé de côté quand j'ai commencé le chinois. Donc c'était plutôt la deuxième langue, du coup, dans laquelle j'atteignais un bon niveau. Mais aujourd'hui, je dirais même que j'ai un niveau supérieur en chinois qu'en anglais. Bon, c'est pas la première fois que j'entends ça, que c'est dans la langue 3 que les gens vont très loin. Comme si la première langue étrangère était celle où finalement tu te prends le mur et ça bloque un peu et après t'as compris comment ça marche. Et après ça va mieux. Oui, bah non, moi j'ai pas eu trop de difficultés forcément. J'ai toujours aimé les langues, mais c'est plus parce que le chinois, en fait, je l'utilise dans mon métier quotidiennement et j'apprends énormément de vocabulaire technique quand je travaille. Donc forcément, ça fait que ça enrichit beaucoup mon vocabulaire, ma façon de m'exprimer. Donc c'est pour ça que je dirais aujourd'hui que j'ai peut-être plus de vocabulaire en chinois qu'en anglais, par exemple. En tant qu'interprète, tu as des spécialités techniques particulières? Bah écoute, non, j'ai pas de spécialité, mais à chaque mission, je prépare donc à l'avance le vocabulaire technique que je vais devoir utiliser parce que forcément, on peut pas tout connaître, même en français d'ailleurs. Parfois, je connais pas le sujet, donc il faut d'abord apprendre en français et puis ensuite en chinois. Mais tu travailles en simultané ou en bidule ou plutôt en interprétation consécutive? Je travaille en chinois en interprétation consécutive et en anglais, français, je fais consécutive et simultanée. D'accord. Il n'y a pas de demande en simultané en chinois-français? Ben, pas tant que ça. J'ai beaucoup eu en fait des réunions entre, comme je te disais, des chefs d'entreprise. Donc c'est souvent en consécutif. Très peu de conférences en fait où il y a besoin d'une interprétation simultanée. C'est plus en anglais que j'ai ce genre de données. Moi je me suis équipé d'un bidule qui me permet avec ce micro là par exemple d'émettre à quelques personnes, donc on va dire qu'on est en travail hors cabine mais on est en simultané et c'est quand même bien pratique de pouvoir économiser du temps durant les réunions. Oui, c'est vrai que c'est fatigant parce que tu prends le son de la salle ou du micro mais t'es dans l'environnement de la salle quoi. Ouais. Mais tu gagnes du temps. Oui, c'est vrai que tu gagnes du temps. Après, oui, c'est aussi plus fatigant quand t'as en même temps l'environnement de la salle. C'est plus difficile aussi d'être vraiment dans ta bulle et te concentrer vraiment, toi, sur ton micro et sur ce que tu dis. C'est clair. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, à la fois pour le marché professionnel d'entrepreneurs qui auraient besoin d'un interprète ou même de gens qui souhaitent apprendre le chinois? On peut me retrouver sur mon site web, donc joy.kisecaractère.com et ensuite donc j'ai ma chaîne YouTube sur le chinois donc qui s'appelle Faguoren, la Chine et le chinois, donc c'est écrit F-A-G-U-O-R-E-N pour les personnes qui connaissent. Et voilà, c'est à peu près là qu'on peut me retrouver. On peut facilement me contacter sur les deux canaux. Merci beaucoup Joy, merci d'avoir accepté cette interview et puis on va souhaiter un bon apprentissage et bon développement aux relations franco-chinoises. Merci beaucoup pour cette interview.